Le numérique nous facilite la vie, les réseaux sociaux nous permettent de créer du lien avec le monde entier. Nous avons accès à une connaissance quasi infinie dans notre main, au bout de notre main, dans notre smartphone. Michel Serres, dans son ouvrage Petite Poussette, parlait même de doudou numérique. Mais derrière cette facilité, cette hyperconnexion, cette gratuité, ne perdons-nous pas, si ce n'est notre âme, notre esprit? Anna Lombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université de Paris 8 et votre sujet de prédilection, c'est le numérique, ça tombe bien. Vous avez publié un ouvrage en avril 2023, La schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'heure des nouvelles technologies, c'est aux éditions Alia. Pour le titre de votre ouvrage, vous utilisez un mot qui n'est vraiment pas neutre. Vous parlez de schizophrénie. C'est un terme qu'on connaît mal. Qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi vous l'utilisez à cet endroit-là? Alors, je ne vais pas, vous dire précisément, ce qu'il veut dire au sens médical, ce terme, parce que j'en serais incapable. Mais moi, je l'ai utilisé un petit peu comme une image, en fait. Et ce que je voulais dire par là, c'était, je désignais pas, la pathologie, désignée habituellement sous le nom de schizophrénie, mais je parlais d'une schizophrénie épocale, d'une certaine manière. Donc, comme si notre époque était tiraillée, en fait, entre 2 positions, entre 2 types de discours au sujet, des technologies numériques. Et donc, ces 2 types de discours, quels sont-ils? Eh bien, le premier type de discours, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup, chez, les entrepreneurs, des technologies numériques, dans le courant transhumaniste aussi, qui est un discours qui loue, les performances, de ces technologies numériques, souvent, en attribuant à des dispositifs, techniques, des capacités, humaines. Donc, par exemple, l'intelligence, quand on parle d'intelligence artificielle, l'apprentissage, quand on parle d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond, l'agentivité, quand on parle d'agent conversationnel, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est un premier type de discours qui tend à anthropomorphiser, en fait, les dispositifs techniques. Et puis de l'autre côté, on a, d'autres discours qui sont plutôt des discours scientifiques cette fois, qui vont documenter le fait que ces médias numériques, en réalité, ils affectent nos capacités psychiques, nos capacités intellectuelles, nos capacités de mémoire, de réflexion, d'imagination. Et ils ont des effets potentiellement dangereux pour nos capacités. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, le premier type de discours qui attribue ces capacités à des machines tend en fait à masquer une réalité peut-être plus grave et plus problématique, qui est celle de la destruction possible par les médias numériques de nos mémoires, nos attentions, nos réflexions, nos imaginations. Ouais, donc vous auriez pu aussi parler de paradoxe ou d'ambivalence. Alors, c'est vrai, mais disons que ce terme m'intéressait, spécifiquement parce qu'en fait, il est mentionné aussi, par un philosophe, qui s'appelle Gunther Anders, qui a écrit dans les années, 50-60, en 1956, il publie un ouvrage qui s'appelle «L'obsolescence de l'homme». Et en fait, dans cet ouvrage, Gunther Anders parle de schizophrénie artificiellement produite. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc lui, il s'intéresse pas aux technologies numériques, Gunther Anders, puisque bon, c'est en 1956, donc c'est une autre, époque technique, une autre époque médiatique. Il s'intéresse surtout à la radio et à la télévision. Et quand il parle de schizophrénie numérique, en fait, de schizophrénie artificiellement produite, il veut dire que ces artifices, ces dispositifs ou ces supports techniques, eh bien, ils, produisent un effet de dislocation ou de dispersion. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener à être à 2 endroits en même temps. Je regarde la télévision, je suis, heu, à l'endroit, où se passent les événements que je regarde et en même temps je suis, chez moi dans mon salon. Hem Et de même, voilà, j'écoute la radio en faisant toute autre chose. Donc ce qu'il voulait dire par là, encore une fois, c'était pas un usage rigoureux et médical du terme, mais c'était dire le sujet est comme divisé en fait, dispersé, disloqué. Et moi, j'avais l'impression qu'avec les médias numériques, ces effets de dispersion et de dislocation sont démultipliés, en fait. Et ce qui me semblait très intéressant dans le fait d'utiliser ce terme, c'était que Gunther Anders allait signifier, peut-être pour la première fois, en fait, que les supports médiatiques qui nous entourent, les environnements techniques qui nous entourent, ont des effets sur nos psychés, en fait, sur notre activité intérieure, notre activité mentale, notre activité psychique. Et donc, voilà, c'est une nouvelle perspective aussi sur ce que c'est que l'esprit. L'esprit est toujours conditionné par, les supports, les médias, qui nous entourent d'une certaine manière et dans lesquels sont extériorisés les symboles, les savoirs, et cetera, et cetera. Cette interrogation, ces doutes, cette peur parfois, elle n'est pas nouvelle parce que dans votre ouvrage, vous parlez déjà de Platon qui lui dit, le passage de l'oralité à l'écrit, ça peut poser problème. Donc c'est pas le numérique en tant que tel, c'est finalement l'extériorisation de la pensée ou du cerveau?
Exactement. Alors, tout à fait. En fait, disons que moi, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de réinscrire, les problèmes qui se posent aujourd'hui avec les technologies numériques dans une perspective généalogique. C'est-à-dire de remonter un petit peu, l'histoire, de l'évolution, de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, en fait, des supports de mémoire, des supports de savoir, des supports de symboles. Et donc, je pars de l'écriture, j'évoque aussi, voilà, la phonographie, la photographie, le cinéma, la télévision, bon, je vais très vite évidemment, pour montrer qu'à chaque fois, en fait, on a affaire à une extériorisation de certaines fonctions, psychiques, de certaines fonctions mentales dans des supports et que cette extériorisation pose toujours le problème d'une délégation de ces fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'écriture, c'est ce qu'explique, Platon, eh bien, l'écriture va nous servir, de remède, d'auxiliaire pour nos mémoires. Parce que grâce, au fait de pouvoir écrire toutes sortes de choses, nous n'aurons plus besoin nous-mêmes de nous les remémorer. Nous pourrons, faire confiance à nos notes, et cetera. C'est ce qui se passe avec, nos téléphones portables. Avant, on devait, retenir par cœur, les numéros. Maintenant, ils sont tous enregistrés. Bon, donc la mémoire est extériorisée grâce à l'écriture. Mais en même temps, ce que dit Platon, c'est que, cette extériorisation peut être dangereuse puisque justement, nous n'allons plus faire l'effort de nous souvenir, donc nous allons perdre en fait notre capacité mémorielle, qui n'est pas une capacité innée en fait. Parce que votre mémoire, si vous ne l'exercez pas, si vous ne l'entretenez pas, pardon, si vous ne l'entraînez pas, eh bien, vous la perdez tout simplement. Et donc c'est ça le risque. Avec le numérique, c'est d'autres capacités qui sont mises en jeu. Donc par exemple, je prends juste un petit exemple pour concrétiser le propos. Avec les intelligences artificielles génératives aujourd'hui, qui nous permettent, d'écrire d'une certaine manière ou de produire du texte à notre place, eh bien, c'est la non plus la faculté, de la mémoire, mais c'est, la faculté de l'expression qui est extériorisée. Et donc on peut se poser la question des enjeux d'une telle extériorisation de nos capacités expressives cette fois. Parce que quand nous nous exprimons, quand nous parlons, quand nous écrivons un texte par exemple, eh bien, nous mettons en œuvre toutes sortes de capacités, donc la mémoire, la synthèse, l'anticipation, l'imagination aussi des personnes à qui on s'adresse, et cetera, et cetera. Et donc, quand on délègue toutes ces capacités à des dispositifs de calcul algorithmique, eh bien, ça pose évidemment toutes sortes de problèmes, même si ça peut beaucoup nous aider dans une certaine mesure. Ça va poser aussi toutes sortes de difficultés sur lesquelles je pourrais revenir par la On suite. va revenir effectivement sur l'autre difficulté qui est qu'on va déléguer, aussi la connaissance, le savoir, la politique quasiment à des algorithmes. Mais avant, on va rester toujours sur votre généalogie et donc vous ouvrez votre livre sur des propos de Paul Valéry en 1939, et lui commence déjà à évoquer ce qu'on appelle nous aujourd'hui maintenant l'infobésité. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'inquiète de trop d'infos. Alors quand on voit, qu'à l'époque il y avait, des journaux, de la radio, et c'est tout. Et que maintenant, on a à peu près tout le temps les yeux sur un écran et le cerveau, notre attention occupée sur un écran, on se dit qu'il y avait de la marge et que c'est étonnant déjà qu'ils s'inquiètent de ça. Mmh. Parce que l'homme ne peut pas survivre à trop d'infos ou ça pose quoi comme problématique? Mais en fait, alors la question qui se pose, c'est que plus vous avez d'informations qui circulent et auxquelles vous pouvez avoir accès, plus la question qui va se poser, c'est la question de la sélection et du tri. C'est-à-dire comment ces informations sont sélectionnées, sont triées. Parce que évidemment, vous avez des capacités d'attention qui sont limitées. Elles sont limitées ne serait-ce que par le temps d'une journée. Par exemple, vous avez besoin de dormir, vous ne pouvez pas absorber de l'information en permanence. Bon. Et puis, bon, donc ça, c'est une première chose. Or, aujourd'hui, dans l'espace médiatique numérique, ce tri ou cette sélection des informations, il est bien souvent effectué par des algorithmes de recommandation automatique qui vont, vous savez, vous suggérer, les contenus les plus appropriés pour vous, d'une certaine manière. Bon, en réalité, les contenus qui vous sont suggérés ne sont pas les plus appropriés pour vous puisque l'algorithme ne peut pas lire, dans vos pensées, dans vos attentes, dans vos désirs. Mais, par contre, les contenus qui vous sont le plus suggérés sont ceux qui sont susceptibles, de recevoir le plus de vues, de recevoir le plus de clics, et donc, pour le dire dans le vocabulaire, des entreprises, des réseaux sociaux ou des plateformes de contenu, pour maximiser l'engagement des utilisateurs. C'est-à-dire pour faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps sur la plateforme. Quand bien même le contenu qui devrait être, suggéré serait un contenu, violent, sensationnel, faux, idiot, enfin je veux dire, ça n'a aucune importance. Et donc ça, c'est un véritable enjeu, pour les démocraties parce que nous avons d'une certaine manière délégué, ce pouvoir de sélection des informations pertinentes à, un certain nombre d'entreprises privées qui ont, si vous voulez, un agenda, pas forcément politique, mais économique, qui consiste à devoir maximiser l'engagement des utilisateurs, capter l'attention, collecter les données
pour les revendre à des entreprises qui vont cibler ces mêmes utilisateurs avec des publicités. Alors que eh bien, la circulation de l'information, ce qui est visible et ce qui est invisible, est un véritable enjeu en fait pour la formation de l'opinion publique. Donc là, je pense qu'il y a un problème nouveau qui se pose et qui conduit effectivement à des phénomènes de surcharge informationnelle, mais aussi à des phénomènes de désinformation, etc., etc. Et on pourrait vous renverser l'argument en vous disant que ces entreprises privées ont aussi développé des outils qui nous permettent d'avoir accès à de l'information à laquelle on n'avait pas accès avant, etc., etc. D'avoir avec l'intelligence artificielle des progrès sur la médecine parce que ça va nous permettre de faire du diagnostic en oncologie, par exemple, en ce moment. Donc c'est là où il y a l'ambivalence, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit ah oui, alors on va avoir facilement envie de dire qu'il y a du risque, mais il y a aussi du bon dans ces technologies. Alors ça, c'est évident. Toute la question, en fait, c'est de savoir comment intensifier justement ce que vous appelez le bon. Et donc, moi, en fait, ce que je crois, c'est que il faut identifier les risques pour intensifier justement les bénéfices d'une certaine manière. Et les risques, en général, ils sont présents quand des activités d'interprétation, de jugement ou de décision humain sont court-circuitées par des calculs statistiques ou des calculs probabilistes. Si bien que, par exemple, dans le champ de la médecine, si vous avez des médecins qui disposent toutes sortes, je ne sais pas, par exemple, de documents dans le champ de l'imagerie médicale avec des dites intelligences artificielles qui permettent de classer ces documents, de les indexer, etc. D'améliorer leur diagnostic Et à la donc, fin. voilà, et que les médecins sont ceux qui, non seulement choisissent ces outils, les conçoivent, les élaborent, comprennent comment ils fonctionnent et finalement interprètent les résultats qui sont fournis par les dispositifs algorithmiques, eh bien, en fait, ça peut être une excellente chose. Là où un problème va se poser, c'est quand, si vous voulez, dans le champ de la justice, par exemple, quand ce sont des algorithmes qui vont être utilisés pour assister la décision des juges, mais que le juge, si jamais il n'est pas d'accord avec les suggestions de l'algorithme, va devoir se justifier, etc. et va perdre en fait sa liberté d'exercer son savoir et ses capacités de décision, d'interprétation dans un cas singulier en fonction de son expérience, si vous voulez. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'utiliser ces technologies effectivement pour les mettre au service de l'interprétation, de l'expérience et des savoirs humains, et aussi pour permettre à ces savoirs humains d'être partagés le plus largement possible. Voilà. Ouais, on a l'impression que vous trouvez que le prix est un peu cher à payer, en fait. C'est-à-dire quand on parle d'intelligence artificielle, elle est très mal nommée, c'est ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas dire intelligence artificielle parce que ça fait une comparaison avec notre propre intelligence humaine et ce n'est pas intelligent, en fait, l'intelligence artificielle. Exactement, ce n'est pas de l'intelligence, ce sont des calculs, en fait, des calculs probabilistes, des calculs statistiques. Et donc, le problème de ce terme d'intelligence artificielle, enfin, il pose 1000 problèmes. Mais l'un des problèmes fondamentaux, selon moi, c'est que, si vous voulez, il va nous masquer le fonctionnement technique de ces dispositifs. Or, il est essentiel, quand on utilise une technologie, de comprendre un minimum comment elle fonctionne. Par exemple, un scientifique qui utiliserait un microscope, mais qui ne saurait pas du tout comment fonctionne le microscope, qui ne comprendrait pas comment les images qu'il voit sont fabriquées, il ne pourrait pas comprendre ces images, en fait. Et donc là, aujourd'hui, nous utilisons quotidiennement toutes sortes de dispositifs qui reposent sur l'intelligence artificielle. Or, nous ne comprenons pas ce qu'est l'intelligence artificielle tant que nous l'appelons de cette manière, puisque quand nous l'appelons de cette manière, en fait, nous en faisons un double de l'humain. Or, ce n'est pas du tout un double de l'humain, c'est au contraire une sorte de, on peut dire, support de mémoire, technique d'écriture, technologie de calcul, qui va voilà, pouvoir produire des résultats parfois très intéressants, mais encore faut-il comprendre comment ces résultats sont produits. Et on se leurre, à mon avis, quand on se borne à regarder simplement le résultat sans regarder le processus qui a conduit à ce résultat. En particulier parce que ces technologies, elles ont souvent été développées pour des raisons un petit peu, on va dire, promotionnelles, en vantant leur capacité à simuler des activités humaines. Par exemple, voilà, c'est le fameux test de Turing, c'est l'idée que la machine va pouvoir parler aussi bien qu'un humain. Donc on est dans une sorte de compétition comme ça complètement malsaine entre l'individu humain et le dispositif technologique. Alors que, en fait, on devrait travailler justement sur des dispositifs qui permettent de mettre en relation des humains entre eux, de partager les savoirs des humains. Par exemple, Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, donc c'est vraiment l'exemple parfait des supports numériques au service du partage des savoirs.
Il n'y a pas du tout, de volonté, par cette plateforme, de se faire passer, pour un humain. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, vous voyez? Même si son contenu et son mode de fonctionnement peut être, questionné. Ah complètement et justement, il peut être questionné parce qu'il est connu, parce que les règles sont transparentes et que les règles de Wikipédia posent plein de problèmes par ailleurs et il y a des débats à ce sujet et cetera et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des débats, il y a de la controverse. Mais quand vous avez un dispositif comme ChatGPT dont personne ne connaît ni, en tout cas, bon, ça commence à s'ouvrir un peu, mais au départ, personne ne connaissait les bases de données, personne ne connaissait les algorithmes et donc comment voulez-vous avoir un débat collectif sur ce sujet. C'est impossible, en fait. Ce sont ce que Simondon appelait des objets techniques fermés. Et le pire du pire, c'est quand, ces mêmes, entrepreneurs, alors j'allais dire californiens, mais ils sont pas tous californiens, commencent à penser qu'ils vont augmenter l'homme. C'est le transhumanisme, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à nous expliquer que finalement ils vont nous donner, la vie éternelle quoi, avec, Mmh, des puces et des algorithmes mmh. et de l'intelligence, artificielle qui nous permettra de mieux vivre. Oui, oui, alors ça, effectivement, c'est une sorte, d'idéologie, en fait, qui s'est beaucoup développée à partir, des entrepreneurs, de la Silicon Valley, effectivement, qui est l'idéologie, transhumaniste et en fait, ce qui est un peu inquiétant, c'est que la plupart de ces termes comme intelligence artificielle, apprentissage automatique et cetera, viennent en fait de ce type de discours, idéologique. Mais ils sont pas du tout scientifiques, en fait, ces termes. Ce qui s'est passé quand on revient un petit peu à la genèse de ce champ de l'intelligence artificielle, c'est que, vous avez, une distinction, très fondamentale dans le champ de l'informatique, qui est la distinction entre l'information et le support. Donc entre le logiciel, si vous voulez, et le matériel. Cette distinction, elle est très importante dans le champ de l'informatique parce que vous allez pouvoir convertir, en fait, toutes sortes d'informations, dans, des signaux que vous allez pouvoir, implémenter dans des supports. Bon, cette distinction, elle ne vaut pas quand, vous vous intéressez à des humains. C'est-à-dire que nous n'avons pas une pensée qui est implémentée dans notre corps, si vous voulez. Ça, c'est une vision complètement dualiste, Oui, la puce de qu'on va nous l'humain. greffer, c'est pas bon. Bah, si vous voulez, c'est même pas ça, c'est qu'on a des discours transhumanistes qui nous disent aujourd'hui que, on va pouvoir télécharger notre esprit, donc on va cryogéniser, nos cerveaux, puis on va dire, On va comment dire? séparer Prélever, voilà, on va du prélever, corps. nos les informations qui sont contenues dans notre cerveau, donc je ne sais pas où elles sont ces informations, comment elles sont contenues et cetera, mais peu importe et puis on va, les implémenter, sur un support, numérique, une clé USB et cetera. Il y a, une start-up qui s'est développée, en en Californie pour développer, ce genre de projet. Bon, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une vision complètement, dualiste, en fait, de l'âme, et du corps et qui n'a évidemment aucun fondement scientifique, qui repose sur une sorte de discours complètement, idéologique Oui, voire mystique d'ailleurs, de oui, temps en voilà, temps. voire, presque alors mystique, je sais pas, mais en tout cas, dépourvu de tout fondement, scientifique et philosophique. Là où la pensée est toujours en fait c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, en disant que l'esprit en fait, c'est pas quelque chose qui est contenu quelque part dans notre cerveau. C'est une relation entre différents corps vivants, qui vont rentrer en communication d'une certaine manière par l'intermédiaire de supports techniques. Donc la parole, qui est un premier support technique d'une certaine manière, sonore, mais voilà, puis, le livre, les images et cetera et tous ces supports médiatiques, si vous voulez, sont les endroits où s'extériorisent nos pensées, où s'extériorisent nos esprits et qui nous permettent de partager, ces esprits et l'esprit, ce n'est rien d'autre que cette relation de partage, en fait, cette circulation des symboles entre nous qui sommes avant tout des corps vivants. Voilà. Alors c'est justement une grande partie de votre ouvrage et ce qui semble vous énerver le plus, c'est, la problématique de l'altérité. C'est-à-dire que vous trouvez que tous ces outils numériques sont en train de modifier l'altérité, voire de casser l'altérité, le rapport à l'autre. Alors, pas tous, mais certains qui fonctionnent selon, certains principes. Par exemple, c'est le cas des réseaux sociaux, privés, dominants, où, les individus sont en général, atomisés. C'est-à-dire qu'on appelle ça des réseaux sociaux, mais en réalité, ce ne sont pas du tout des réseaux sociaux. Parce que vous remarquerez que chacun d'entre nous est très individualisé. Nos données personnelles sont connectées, sont collectées, pardon, et nous sommes profilés et nous sommes distingués les uns des autres et d'une certaine manière, la seule façon que nous avons de nous rencontrer, c'est en comparant,
le nombre de vues que nous avons, sur, les différents, messages que nous postons. Donc ça, c'est pas de la socialité, c'est, de la mise en concurrence, de la mise en compétition des individus, les uns avec les autres, qui peut, conduire à des formes de violence, de haine et cetera. Donc il y a un certain, danger. On peut très bien imaginer des réseaux sociaux qui fonctionnent pas du tout comme ça et il en existe, où vous allez vous rencontrer autour de projets collectifs, de projets communs, dans des salons de discussion spécifiques et cetera, où, vous n'êtes pas forcément, on va dire, connus, avec vos données personnelles, où, vous pouvez être potentiellement anonyme. Surtout, disons que, vos vues, vos clics, ne sont pas forcément quantifiés. Votre popularité n'est Voilà, pas, n'est pas forcément l'enjeu principal, si vous voulez. Et par exemple, je reprends cet exemple, excusez-moi, mais dans le cas de Wikipédia, il s'agit bien d'une forme de réseau social puisque vous avez toutes sortes d'individus qui vont contribuer, qui vont, s'exprimer, qui vont discuter ensemble, débattre, parfois même de manière un peu, on va dire, hem, musclée. musclée, voilà, tout à fait. Mais si vous voulez, les personnes qui contribuent seront valorisées en fonction de la qualité de leur contribution et pas, en fonction, du nombre de vues, qu'elles ont eues sur un message très choquant, par exemple. Et pour finir, sur la question de l'altérité, je pense aussi qu'aujourd'hui, il va se poser de plus en plus de problèmes concernant la question de ce qu'on appelle, encore une fois très mal, les agents conversationnels ou, les assistants, vocaux et cetera. Parce que vous avez vu que la plupart du temps, on s'adresse à ces dispositifs comme à des personnes, vous voyez? On leur demande des choses et cetera. Oui, on les engueule. Voilà, on les engueule et cetera. Bon, mais en réalité, nous n'avons pas affaire, à quelqu'un, évidemment. Donc nous allons, nous et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manière dont nous allons interagir avec ces dispositifs va ensuite avoir une influence sur la manière dont nous allons interagir les uns avec les autres. Et ces dispositifs-là, comment sont-ils conçus et pourquoi sont-ils faits? Bah, ils sont conçus pour répondre à votre demande de la manière la plus adaptée possible, puisque c'est le but, de ces algorithmes dits d'apprentissage automatique, c'est de s'adapter le mieux possible à vos requêtes, puisqu'ils enregistrent toutes vos requêtes en permanence et ensuite, ils vous proposent les réponses les plus adaptées. Mais, rencontrer l'autre, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que l'autre, ne s'adapte pas à vous, si vous voulez, sinon c'est vous, c'est pas l'autre. Quand il y a de l'altérité, justement, c'est qu'il y a de la résistance, c'est qu'il y a, de l'incompréhension mutuelle, c'est qu'il y a des malentendus et cetera et donc ça nécessite des capacités d'attention, des capacités, de voilà, de une forme de curiosité, une forme d'ouverture à l'autre. Bon, heu, de beaucoup d'autres capacités, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous risquons, si nous transformons, enfin, si nous pensons le modèle de nos relations sociales sur le modèle des relations que nous avons avec ces dispositifs que, en plus, nous sommes invités en permanence à anthropomorphiser, eh bien, nous risquons, en fait, de nous déposséder de nos capacités, de socialité, de civilité, et à voilà. C'est le même sujet, les bulles d'opinion, ce qu'on a connu et ce qu'on connaît encore. C'est-à-dire que je ne vois sur les réseaux sociaux que des gens qui pensent comme moi ou pas très loin de moi, ce qui a provoqué des phénomènes de j'ai une idée, ça devient une conviction et ça devient une opinion parce que c'est partagé par d'autres. Est-ce que ça revient ça défend, enfin c'est le même sujet. C'est pas exactement le même sujet, mais c'est très lié, effectivement. C'est très lié à cette idée de, bah, encore une fois, de la recommandation automatique de contenu qui, à mon avis, est très problématique. C'est-à-dire que vous avez aimé telle vidéo, en fait, on ne sait même pas si vous l'avez aimée parce qu'on ne vous pose jamais la question, en réalité. Vous l'avez vu Vous plus l'avez de vue, temps de voilà, secondes. exactement. Voilà. Elle est parvenue à retenir votre attention plus longtemps qu'une autre. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de TikTok, par exemple. C'est en fonction de la du type de vidéo que vous avez regardé, sur lesquelles vous avez cliqué quoi et puis, du temps que vous avez passé sur les vidéos. En fonction de ces 2 critères, les vidéos vous sont recommandées. Bon, mais ça, c'est très questionnable parce que, par exemple, vous pouvez passer beaucoup de temps sur une vidéo et en fait, ne pas l'aimer ou ne pas penser que c'est celle-là qui devrait vous être recommandée par l'avenir. À l'avenir, quand, il y avait une étude, au sujet de la télévision, qui a été faite il y a un certain nombre d'années, pardon, j'ai plus la référence en tête, mais qui montrait que, un certain pourcentage de téléspectateurs, je crois que c'était autour de 70 regardaient des émissions qu'ils n'aimaient pas. Donc ça, c'est très questionnable, vous voyez? Parce que, si vous en fait, comme ces algorithmes de recommandation automatique sont faits pour capter votre attention, il va y avoir un certain phénomène d'addiction qui peut être déclenché. C'est-à-dire que vous allez, de manière complètement, compulsive, sans réfléchir, regarder des contenus qui vous sont suggérés et il y a une sorte de boucle, qui s'auto-alimente
parce que vous ne les aimez peut-être pas, peut-être que vous auriez préféré en voir d'autres, mais comme vous les avez regardés, d'autres qui leur ressemblent vont vous être suggérés, etc., etc. Et donc, vous vous retrouvez assez vite enfermé, ce qui a été montré dans le cas de TikTok par un organisme qui s'appelle le Center for Countering Digital Hate, c'est que dans le cas des adolescents qui avaient des profils psychologiques un peu fragiles, qui étaient vulnérables, qui commençaient à regarder par exemple une vidéo liée à la dépression ou à tendance un peu suicidaire, etc., eh bien, ils se retrouvaient très vite, mais au bout de quelques minutes, euh, pris dans une sorte de bulle de suggestions automatiques de vidéos de ce type-là, ce qui pouvait bien sûr aggraver leur tendance potentiellement, on va dire, pathologique. Donc voilà, donc là, Ah, il y a un vrai c'est la sujet. saturation du temps de cerveau disponible, pour reprendre l'expression, d'un patron de télévision, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, ou qui a d'ailleurs été, reprise d'une manière un peu différente, mais par, le directeur général de Netflix qui disait, «Le plus grand ennemi, de, l'entreprise Netflix, c'est, le sommeil des populations». Donc, l'enjeu étant de, voilà, parvenir à maintenir, les individus, éveillés, devant la plateforme le plus longtemps possible, y compris, si, c'est pour, disons, enfin, y compris si cela implique de, mettre en danger, leur capacité à s'endormir, et on sait que le sommeil est fondamental pour, la vie éveillée. Si vous ne dormez pas, vous devenez fou d'une certaine manière ou violent, et cetera, et cetera. Donc oui, il y a cette idée de capter toujours le plus d'attention possible, et ce que je veux dire par là, pour finir, c'est que ce n'est pas tant, la question, encore une fois, du numérique en tant que tel, puisqu'on peut très bien imaginer des algorithmes de recommandation qui fonctionnent différemment, selon d'autres principes, et pas seulement selon, le nombre de vues d'un contenu ou le temps que vous avez passé à regarder telle ou telle vidéo. Heu, Ou le besoin d'une entreprise qui a besoin de capter des données, exactement. des choses, des gens, Et de de retenir l'attention, et les données des individus. Vous pouvez très bien imaginer qu'en fait, les algorithmes de recommandation soient fondés sur des jugements humains, sur des évaluations humaines. C'est ce que propose une association qui s'appelle Tournesol, qui est très intéressante pour ça, parce qu'elle propose d'élaborer des algorithmes de recommandation, collaboratives, contributives. Donc des algorithmes, qui vont se baser en fait sur le vote des individus, qui vont dire: «Bah, voilà, tel contenu nous semble intéressant pour telle raison, celui-ci moins pour telle et telle raison», et cetera. Et on a une manière de faire circuler l'information complètement nouvelle qui peut émerger à partir de ça. ouais, c'est là où vous dites dans votre ouvrage qu'il faut trouver un modèle entre, les libertariens ou le libéralisme américain et le crédit social. Je rappelle ce que c'est que le crédit social, c'est on est noté en Chine selon son comportement et on a droit à des choses, on débloque des choses et des points et on a des points et on peut faire des voyages ou pas. Vous pensez qu'il faut trouver un modèle entre les 2. Oui, on part de là les 2, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, quand on regarde, de près, on se rend compte que finalement, ces 2 modèles, ils reposent un peu sur, je dirais pas la même idéologie, c'est pas juste de dire ça, mais disons il y a certains principes en commun quand même. Par exemple, le fait que dans les 2 cas, les technologies numériques sont utilisées, de manière très individualiste pour collecter les données, de tel ou tel individu, les tracer, et en fonction de ça, dans le cas, du modèle, chinois, attribuer tel ou tel droit, donc prédire l'avenir de cette personne en fonction du passé et lui attribuer ses droits, sur cette base-là. Du côté, américain, ça va être plutôt toujours prédire l'avenir de cette personne en fonction du passé pour lui suggérer tel ou tel produit, tel ou tel comportement d'achat, et cetera. Mais en fait, moi ce que je crois, c'est que ces technologies numériques n'ont pas du tout, à l'origine, été développées pour collecter des données sur des individus, si vous voulez. Et en plus, c'est extrêmement coûteux d'un point de vue, environnemental de procéder ainsi, parce que, ça suppose d'énormes data centers, qui supposent eux-mêmes de gros systèmes de refroidissement, qui supposent beaucoup d'eau, et on sait que dans les années, qui viennent, l'eau va vraiment, manquer très vite. Il y a déjà, des endroits où ça pose problème parce que Google ou Meta voulaient installer des data centers, et les populations, craignaient des sécheresses à venir, et cetera, et cetera. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce modèle-là, non seulement il est nocif pour les droits humains, les libertés humaines, et la vie, on va dire, publique, mais il est nocif aussi d'un point de vue environnemental. Donc alors même que les technologies numériques, à l'origine, ont été développées pour partager des savoirs, pas pour collecter des données individuellement,
pour partager collectivement des savoirs. Oui, c'est la base de l'hyperlien, par exemple, Voilà, pour le web et effectivement, c'était du partage de exactement, connaissances. le lien hypertexte qui permet en fait d'aller de site en site. Donc, moi ce que je crois, c'est que nous pouvons aujourd'hui revenir vraiment, à ces principes, originaires en fait, du numérique qui étaient, le partage des savoirs, la contribution et la comment dire? La mise en lien en fait, des collectifs, humains. Et donc je cite quelques exemples que nous avions aussi cités dans un rapport du Conseil national du numérique, sur, la question de l'économie de l'attention. Des exemples en fait de dispositifs alternatifs, de plateformes qui permettent par exemple de mettre en lien, localement des citoyens avec des bénévoles, avec des personnes dans le besoin, avec des associations, avec des collectivités locales. Et là, vous avez en fait le numérique qui est mis au service, on va dire, du partage, des savoirs et des solidarités au sein d'un territoire. Vous voyez, c'est complètement différent, d'un réseau social, planétaire, qui, en fait individualise, les profils et crée, un rapport de compétition et de concurrence entre chacun, quoi. Et de la richesse pour un seul groupe. Exactement. Et évidemment un profit, qui est entre les mains, d'un acteur, privé. Et le problème, c'est pas tant, que les acteurs soient privés ou publics. Le problème, c'est quand il y a une hégémonie, de quelques acteurs, si vous voulez, sur, des technologies qui devraient être normalement diversifiées. De même que, voilà, nous avions, plusieurs chaînes de télévision et cetera. Aujourd'hui, nous avons vraiment, bon, je ne sais pas combien ils sont en tout, hein, mais, disons que, heu une dizaine, une vingtaine de grands acteurs qui concentrent tous les capitaux, qui concentrent tout le pouvoir. Et c'est extrêmement, problématique, d'autant plus quand il s'agit de technologies d'information et de communication. C'est-à-dire quand il s'agit de l'espace public, en fait, et de la circulation, des opinions, des savoirs, des informations dans l'espace public. Alors ce sera la dernière partie ou ma dernière question, mais on a quand même l'impression que, on se laisse avoir très facilement par ces dispositifs numériques. C'est-à-dire qu'en tout cas, en France, on a accepté Google sans réfléchir, on accepte l'intelligence artificielle très facilement parce que ça rend des services. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme posture, ou est-ce que c'est l'éducation qui doit s'améliorer sur, ces sujets-là et sur le fait de devoir s'interroger, se questionner sur des outils sans en voir uniquement, l'utilité, immédiate? Mais oui, l'éducation, je pense, a vraiment un rôle, important à jouer, sachant que, il est quand même assez surprenant de constater que, aujourd'hui, l'histoire des techniques, l'anthropologie, des techniques n'est pas enseignée, dans les programmes, scolaires, alors que c'est des choses qu'on peut enseigner, dès le plus jeune âge en réalité. Et que donc les individus arrivent, à l'âge de la majorité, disons, donc à l'âge de devenir citoyen, sans être mis en capacité, si vous voulez, de comprendre en fait l'évolution, technique, technologique, médiatique qui a donné lieu à leurs environnements, numériques, quotidiens. Donc, forcément, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est qu'on prend toutes ces technologies pour des outils, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui vont nous permettre de faire des choses. Mais on ne se rend pas compte que, en fait, ce ne sont pas des moyens, ce sont notre milieu et que c'est un milieu qui agit sur nous aussi, qui nous transforme. Nous ne sommes pas les sujets et maîtres, possesseurs de nos techniques. Nous sommes transformés en retour par nos techniques. Et donc et ça, nous ne pouvons pas en prendre conscience parce que précisément, il n'y a pas vraiment, disons, en tout cas, il y a des dispositifs, qui sont mis en place, très intéressants, notamment, sur le plan de l'éducation aux médias, parce que c'est aussi un enjeu fondamental. On parle beaucoup de l'esprit critique, de la perte d'esprit critique des jeunes générations et cetera. Mais en réalité, je pense, c'est une manière un peu problématique de poser la question parce que, vous savez, comment avez-vous acquis un esprit critique? Vous avez appris à lire et à écrire à l'école, c'est-à-dire vous avez appris à produire un texte. Et comme vous connaissez les techniques de production d'un texte, la grammaire, la rhétorique, l'argumentation, et cetera, vous êtes capable de le lire de manière critique. Mais c'est parce que vous savez comment on produit un texte que vous êtes capable de le recevoir de manière critique. Or, nous n'avons jamais appris à produire des images, nous n'avons jamais appris à produire des vidéos, nous n'avons jamais appris comment circulent, ces vidéos sur internet, et cetera, et cetera. On n'a jamais appris à créer un algorithme, Ou à enfin créer pas un tous en tout cas. exactement, voilà, ou à créer un algorithme, à savoir, comment fonctionnent les algorithmes de recommandation et cetera. Bon, donc si vous voulez, comment voulez-vous que nous ayons un esprit critique par rapport aux contenus que nous recevons, alors que nous ne savons même pas comment ils sont produits? Donc je pense que plutôt que, voilà, de déplorer l'absence d'esprit critique, il faudrait vraiment renforcer, l'éducation aux médias. Il faudrait renforcer aussi l'histoire des techniques, l'anthropologie des techniques et il faudrait, aussi, là c'est quand même,
Oui, bon, je pense que c'est quelque chose qui peut être très porteur. Ouvrir dans le champ de l'éducation à d'autres types de technologies qui fonctionnent différemment, pas selon les principes, de l'économie de l'attention, par exemple, mais il y a toutes sortes de dispositifs élaborés sur la base du logiciel libre. Il y a des réseaux sociaux alternatifs qui fonctionnent sans, se baser sur la collecte des données et la publicité, et toutes ces technologies demeurent bien souvent, sous-estimées, sous-exploitées aussi, alors que, l'éducation, justement devrait permettre aux jeunes générations de se les approprier en réalité, pour ne pas, tomber en permanence, disons, dans la facilité qui consiste à utiliser, eh bien, des interfaces très ergonomiques, pour lesquelles on n'a besoin de faire aucun effort de Bah, compréhension et elles sont conçues pour d'apprentissage. ça, elles Elles sont sont conçues conçues pour pour ça. ça, pour nous Ouais. empêcher de penser et mais qui pourtant ont des effets secondaires peut-être, voilà, problématiques, inquiétants et qu'il faut interroger, quoi. Voilà. Anna Lombert, merci beaucoup. Merci Merci à pour vous. tout cet échange. Je rappelle votre ouvrage Schizophrénie numérique, c'est aux éditions Alia. J'espère que cet entretien vous a intéressé, qu'il vous a permis peut-être de vous mettre en réflexion sur votre usage des outils numériques et d'en faire donc un meilleur usage. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.